appris que certains découvraient Argenteuil, ce qui est quand même quelque chose, ou certains découvraient même cette salle, même si ils avaient habité il y a quelque temps à Argenteuil, n'est-ce pas, monsieur l'ancien président? Donc, bienvenue à Argenteuil, c'est ici une terre de mission, hein, donc Sébastien m'avait posé la question de savoir dans les roulements de ses vœux si Argenteuil pouvait vous accueillir. Il est évident qu'on n'a pas hésité très longtemps et on est vraiment ravis de vous accueillir ici. Pas pour très longtemps, enfin vous passez tout le temps que vous voudrez, à condition que vous partiez avant minuit, quoi, hein, mais je pense que ça pose pas de problème. Mais au-delà de ça, au-delà de la plaisanterie, il se trouve qu'il y a des choses qui se bousculent et que nous avions prévu avant de prévoir cette date et cette salle. Nous avions prévu une des premières réunions publiques par quartier que l'on fait ce soir à Argenteuil, dans le quartier d'Orgemont, dans l'est d'Argenteuil. Donc avec Gilles, on va devoir vous quitter puisqu'on planchera devant les habitants tout à l'heure. Donc je voulais encore une fois vous souhaiter la bienvenue à Argenteuil, vous souhaiter de bonnes campagnes futures, hein, même si hier les 3 premiers candidats ont fait parler beaucoup la presse, fait parler y compris à l'intérieur de notre mouvement, enfin ça fait partie du jeu. Donc je souhaite la plus longue vie possible, la meilleure représentation possible dans les élections prochaines. On fera en sorte, au moins ici à Argenteuil, que tous les bureaux soient occupés par des assesseurs, ce qui n'est pas forcément totalement évident à l'heure qu'il est, mais il faut vraiment que nous fassions en sorte de jouer notre devoir républicain dans la tenue des bureaux de vote, qu'on soit assesseur ou qu'on soit délégué. Donc on s'est assez bagarré ici contre l'adversaire de gauche pour savoir ce que c'est que la responsabilité d'un bureau de vote. On y veillera et je vous y incite, vous aussi, dans vos différentes communes, mais je pense que c'est une habitude qui est prise depuis très 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 longtemps. Donc mes vœux argenteuillais, mes vœux départementaux, mes vœux nationaux pour faire en sorte que notre famille politique qui a été quelque peu bousculée, quelque peu malade ces derniers temps, retrouve son entrain, et j'espère que les élections prochaines, les élections européennes, vont permettre de redonner un ressort qui nous a manqué, me semble-t-il, ces derniers mois, et je pense qu'on a tout intérêt à ce que toutes les générations, et notamment les jeunes, reprennent confiance en nos valeurs. Je pense qu'elles sont un peu bousculées à l'heure actuelle. On l'a vu ces dernières semaines, et lorsque on voit des monuments historiques se faire massacrer comme ça a été le cas récemment à l'Arc de Triomphe et ailleurs, c'est qu'on est malade, c'est que la France est malade, c'est qu'elle n'est pas managée comme elle le souhaite. Je pense qu'il y a eu un effet d'annonce, des effets d'annonce qui ont été faits lors des récentes présidentielles et législatives à Argenteuil, et je pense que les gens sont retombés un peu du ciel dans lequel ils s'étaient un petit peu laissés envoyer. Donc retombons sur nos racines, retombons sur notre bonne terre, et puis faisons en sorte que la France soit le mieux représentée possible dans les élections prochaines, et faire en sorte aussi, puisque les municipales arrivent dans peu de temps, me semble-t-il, de conforter les terres qui ont été gagnées dans le Val d'Oise et ailleurs lors des dernières élections municipales. Donc on fera en sorte aussi à Argenteuil de conserver ce sceptre que nous avons gagné de haute lutte. Donc excellente année 2019 à vous, à vos familles, à vos amis, et faisons en sorte que, encore une fois, les résultats de nos valeurs soient reconnus dans les mois qui viennent. Bonne soirée autour de Sébastien et de tous ses amis, et puis encore une fois, bienvenue à Argenteuil. Merci Georges pour cette ton invitation, et puis bonne réunion, et bonne réunion à ceux qui partent aux adjoints, parce que évidemment Argenteuil, c'est une toute petite ville, hein. Une toute petite ville, c'est jamais la 3e ville de France. Donc, on compte sur vous pour la garder en 2020. Donc allez y travailler bien. On y va. Comme vous avez su le faire, on compte sur vous. Allez-y, merci en tout cas pour cette invitation. On peut applaudir et maintenant encourager la 3e ville de France. Alors, merci à vous d'être là aussi, parce que vous avez bravé le froid, la neige, le vent, la tempête. Et c'est quand même un bon signe de voir cette salle pleine. C'est quand même une grande chance de se retrouver en ce début d'année. Alors je voudrais faire venir, est-ce que vous êtes venus, ceux qui sont, comment on dit, l'équipe là,
Émilie, tu es là, vous êtes à côté, c'est bien, parce qu'il va falloir quand même que vous vous présentiez. Donc je voudrais remercier Georges Xavier, notre secrétaire départemental, qui a été nommé le 18 décembre, donc c'est tout récent. Xavier, tout le monde te connaît, mais tu peux lever la main. À côté, on va faire passer Nicole, voilà, Cornet, Olivier, Élodie, bon, vous connaissez, Jean-François du Vexin et Daniel. Alors, merci à Sandra Villet, ma mère préférée, qui est ici. Merci à Marie-Ville Christin, que j'ai vu passer. Merci à Patrick Barbe, alors maire honoraire d'Herblay. Patrick, je sais, très gentil d'être là. D'Herblay-sur-Seine. J'avais oublié quelque chose. C'est gentil d'être là, Patrick. Merci à Emmanuel Conon d'être là également. Et puis, mais j'ai cité les maires qui étaient présents. Merci à vous tous. Comme disait Georges, on est passé de Jupiter au caïd de Léance en à peine 18 mois. Et Gérard Maury, lorsqu'il a fait son audience solennelle au tribunal de commerce avant-hier, rappelait ça en introduction devant les représentants de l'État, monsieur le préfet. C'est que le caïd de Léance, la dernière fois, c'était il y a 230 ans. 230 ans. Et ça avait commencé en février, on y est presque. Et vous savez tous que ça s'était mal terminé, puisque malheureusement, le 21 janvier, ah oui, puis notre trésorier est bien ici, monsieur Chalet. Notre trésorier adjoint aussi, s'il peut venir. Alors, le trésorier, c'est de la semaine dernière. Donc maintenant, ça y est, on est en ordre de fonctionnement. Parce que ça, c'est quand même important d'avoir un trésorier dans un mouvement politique. Vous savez, le mouvement politique, c'est toujours les organismes qui ont besoin d'argent. Et donc, en ce début d'année, je ferai un rappel tout à l'heure. Donc, on est passé de Jupiter au caïd de Léance en 18 mois d'un président tout-puissant qui faisait fi des corps intermédiaires, qui faisait fi de la représentation nationale, dont l'Assemblée nationale ne comptant pas pour grand-chose, puisqu'il devait leur élection au président. Mais vous avez vu comment a été maltraité le Sénat, et vous avez vu sur les territoires comment ont été maltraités également les élus. Aujourd'hui, il fait appel aux élus, et notamment aux élus locaux que nous sommes, pour essayer de s'en sortir. Donc je suis vraiment très heureux, moi, de vous retrouver aussi nombreux pour cette première galette en tant que président de la fédération LR du Val d'Oise. Alors, c'est la première en tant que président, mais c'est la 50e aujourd'hui pour le sénateur que je suis. Donc je suis vraiment content, car je suis sûr que cette année 2019 sera une année de reconquête pour notre mouvement. Dans quelques semaines, comme le rappelait Georges, nous allons commencer la campagne des européennes. Et je crois sincèrement que nous pouvons faire beaucoup mieux que ce qui est attendu par les uns et les autres, enfin certains qui nous critiquent souvent. On peut faire beaucoup mieux que de limiter les dégâts. Vous avez pu voir que certains nous prédisent à 10%, à 12%. Donc à nous de faire mentir ces mauvais augures. Et je suis sûr que les européennes peuvent être au contraire une belle occasion de montrer que l'échec d'Emmanuel Macron, et que dans le cadre de cet échec, la seule réponse qui vaille, c'est la réponse de l'amour de la France. De l'amour de la France, de la liberté, de la responsabilité et de la compétence. Et cet amour de la France, c'est aux Républicains de l'incarner. Et les Européennes peuvent être une belle occasion de faire le choix du renouvellement et le choix de la solidité des valeurs et des convictions. Moi, j'ai la certitude qu'une droite de conviction, comme celle qu'incarne François-Xavier Bellamy, est capable de redonner à nos concitoyens l'espoir et le goût de s'engager pour le pays. N'est-ce pas le but de notre engagement politique à tous, de s'engager pour la France? Alors, puisque je parle de François-Xavier Bellamy, je dois vous dire en confidence que, contrairement à la rhétorique médiatique du moment, je ne crois pas du tout que cette désignation de notre tête de liste soit un pari risqué. Hier, à la commission d'investiture dont je fais partie, j'ai soutenu cette candidature sans état d'âme et avec enthousiasme auprès de Laurent Wauquiez. Et le choix de nous proposer un trio composé de François-Xavier, d'Agnès Evren. Donc Agnès Evren, c'est la présidente de la fédération LR de Paris. Et c'est pas rien d'être présidente de la fédération LR de Paris. Ça peut être un peu compliqué, mais Paris, vous imaginez bien que
c'est bien plus difficile. Donc Agnès est la présidente de la fédération, elle est à la région également avec Valérie Pécresse. Et le troisième, c'est un député européen sortant, Arnaud Danjean, qui est un spécialiste des questions de défense et de terrorisme. Et c'est quelqu'un qui est reconnu dans ces domaines qui sont essentiels pour la protection de l'Europe et de la France. Donc ce trio est un choix intelligent. Et ce choix a été entériné après 2 heures d'échanges cordiaux, par 38 voix sur 40, avec la présence de Jacob, de Retailleau, de Larcher, d'Éric Ciotti, enfin de tous ceux qui composent la CNI. On est, je crois, 46, me semble-t-il. Donc il y avait 40 présents, 2 ont préféré voter contre, 2 seulement, pour des raisons plus liées à Paris intramuros. Encore cette bonne ambiance dans la Fédération de Paris. Et le renouvellement, ce principe, le renouvellement à 50% de la liste des européennes a été acté à l'unanimité. Donc il y aura 50% de sortants et 50% de nouvelles têtes. Et moi, je crois que la droite ne peut renouer avec la victoire qu'à la condition d'être fière de ses valeurs et de son histoire. Et que, n'en déplaise aux macroniens, aux socialistes, nous sommes effectivement d'une certaine façon des conservateurs. Ils croient nous insulter souvent en nous désignant ainsi. Moi j'assume, et je pense que nous pouvons assumer, car nous sommes conservateurs au sens où nous voulons conserver ce qui fonctionne depuis des siècles, et nous n'avons pas le fantasme du mouvement perpétuel, ni le goût du déracinement, ou d'être des citoyens du monde. Nous sommes avant tout des citoyens français. Et ce conservatisme n'est bien sûr pas une opposition aux réformes. Au contraire, comme le disait le grand ministre anglais Disraeli, nous sommes conservateurs pour conserver tout ce qui est bon, et réformateurs pour changer tout ce qui est mauvais. Tout le contraire de la gauche socialo-macronienne qui veut détruire ce qui marche et refuse de réformer ce qui ne marche pas. N'est-il pas noble et urgent de vouloir conserver la vie sur notre planète? N'est-il pas noble de vouloir que la France reste la France en tant que nation et éviter la partition du territoire et le communautarisme qui gangrènent nos quartiers? De vouloir conserver les nombreuses espèces animales en voie de disparition, de vouloir conserver les nombreuses espèces végétales en voie d'extinction. N'est-il pas important de vouloir conserver la beauté de notre patrimoine architectural et historique, de conserver la beauté de nos paysages, la richesse de notre langue, d'en finir avec l'écriture inclusive, de rétablir ces mots magnifiques que sont le mot mère et père sur nos documents administratifs, au lieu de parent 1, parent 2, et puis quoi après? N'est-il pas essentiel de conserver ce qui fait le fondement de notre humanité, prendre soin de ce qui nous est donné pour le faire fructifier, le protéger et le transmettre avec responsabilité aux générations qui nous succéderont? Les écologistes devraient être les plus ardents conservateurs. Et je crois que la civilisation est une transmission, et que nous sommes des passeurs. Nous sommes des passeurs, mais nous ne sommes pas des passéistes. Nous croyons au redressement possible de notre pays, car nous croyons à la liberté individuelle et collective de choisir son propre destin. Cela s'appelle la liberté politique. Et cette liberté m'incite à vous dire qu'il faut rompre avec ce sentiment d'une inéluctable impuissance, d'une soumission à la mondialisation qui conduit à penser pour beaucoup de Français que le progrès des générations après des générations n'est plus acquis pour personne. Combien de Français sont certains que leurs enfants vivront moins bien qu'eux? La crise des Gilets jaunes n'est-elle pas une conséquence de cette désespérance? Ne sommes-nous plus capables d'entretenir nos hôpitaux, nos systèmes de santé, d'entretenir nos routes, nos ponts, de garder nos aéroports dans le bien commun, dans le patrimoine commun, notre système scolaire, tous ces biens communs justement qui ont été construits par des générations précédentes? Avons-nous l'ambition de faire mieux, d'apporter notre pierre à l'édifice bâti par nos aïeux? Je crois que la meilleure preuve de notre volonté de réforme, n'est-ce pas le programme présidentiel de 2017, qui s'attaquait le plus nettement de tous les programmes à la dépense publique, sans rêver en même temps qui permettait de ménager la chèvre et le chou, comme si la politique, ce n'était pas d'abord de choisir la meilleure ou la moins pire, si vous permettez l'expression des solutions. Nous sommes, en un mot, pour une droite qui marche sur ses deux pieds, les libertés et les valeurs, la réforme et l'enracinement, le libéralisme d'Alexis de Tocqueville, de Frédéric Bastiat ou de Raymond Aron, et le conservatisme d'un Burke, d'un Latour du Pin, d'un Charles de Gaulle, bien sûr. Bref, une droite libérale conservatrice. Mais derrière les européennes, il est temps que nous nous lancions aussi sérieusement
dans la préparation des élections municipales, celles où nous aurons le plus d'emprise sur nos territoires. En 2020, nous voterons pour les municipales, en 2021 pour les élections départementales et régionales. Et comme vous le savez tous, notre fédération était un peu en friche depuis la démission du président, du secrétaire départemental, et avec Xavier et puis l'ensemble des membres tout récemment nommés ou désignés ou élus, nous travaillons à la remettre en ordre de fonctionnement. Donc cela passe par le recrutement de nouveaux militants, cela passe par la formation des élus, cela passe par l'entraînement de futurs candidats, cela passe par des réunions où, après un échange sur les idées, eh bien, nous trinquons au verre de l'amitié, où cela passe par la constitution d'une force politique où on a plaisir à se retrouver dans les bons moments comme dans les mauvais moments. Famille politique doit retrouver ce terme noble de famille. Alors nous avons travaillé dans toutes les directions, évidemment sur les réseaux sociaux, dans toutes nos communes, et nous sommes engagés à passer partout dans le Val d'Oise, engagés à faire 10 réunions par an sur tous les territoires du Val d'Oise, parce que quoi de commun entre Argenteuil et Villers-en-Arty, au fin fond du Val d'Oise, lorsqu'il neige, il n'y a pas de petits, il n'y a pas de gros, tu as raison. Il y a des maires, il y a des territoires, il y a des Français. Donc ces élections locales, il est impératif de les gagner et que nous progressions partout dans le Val d'Oise pour faire du Val d'Oise le laboratoire de la reconquête. Donc le 12 février, la première de ces réunions publiques sera consacrée notamment au mécanisme crise de la représentativité, au mécanisme des gilets jaunes, à ce qui se passe, au grand débat. Et nous avons eu la confirmation de la venue de Roger Carucci, un militant ancien ministre. Et Roger viendra nous voir donc le 12 février à Herblay-sur-Seine. Voilà. Et moi, ça me fait particulièrement plaisir de pouvoir accueillir Roger, car en 2008, c'était le Premier ministre qui était venu à Saint-Denis-la-Forêt juste après les élections municipales. Donc Roger a accepté de venir et je pense que c'est une bonne idée. Roger est un ancien ministre, il n'a pas la langue de bois, c'est un bon orateur, c'est un militant parmi les militants. Donc Roger viendra, et au mois de mars, j'espère, je calerai la date avec notre candidat aux européennes, qui s'est engagé grâce au culot et au talent d'Élodie, hier, à venir dans le Val d'Oise. On peut l'applaudir. Le candidat de notre mouvement viendra dans le Val d'Oise. Laurent s'est engagé devant tout le monde à ce qu'il vienne. Et quoi de mieux que d'échanger avec le candidat tête de liste aux européennes pour une fédération qui se reconstruit. Donc le deuxième qui viendra parler des européennes, ça sera notre candidat. Donc c'est une très bonne chose. Donc le lieu n'est pas encore arrêté là non plus, mais on le fera savoir dès que ça sera calé. Donc février, mars, avril, nous parlerons des questions de sécurité. Alors je disais que nous devons gagner sur tous les territoires, petits et grands, pour montrer notre capacité à gérer les collectivités, parce qu'il y a une bonne gestion, une mauvaise gestion. Et moi qui suis aujourd'hui en commission des finances au Sénat, je puis vous dire que c'est très compliqué. La fin de l'année a été absolument incroyable. Les anciens ont dit n'avoir jamais connu cela. Un président qui change la veille du vote le budget de la France. Il vient à la télé et qui change substantiellement les choses. C'est pas l'expert comptable, Daniel. Quand on fait varier quelques dizaines de milliards, ça change quand même la sincérité des comptes. Eh bien non. Donc nous avons vécu ça et nous avons pu plancher donc, le samedi et dimanche. Et nos comptes en France sont dans un état, c'est simple, nous sommes les derniers de la classe européenne. Nous avons 3,2% de dette sur le PIB. Nous avons dépassé les 2200 milliards de dettes, plus de 100% du PIB. Nous avons un déficit prévu de plus de 110 milliards d'euros. 110 milliards d'euros. Nous étions en exécuté à 67 milliards en 2017. Donc c'est un échec sur le plan des finances. Pourtant, vous entendez les médias et la petite musique, c'est que Emmanuel Macron est quelqu'un qui fait des réformes, qui gère. Bien non. Donc cette désespérance des Français qui
se traduit dans les gilets jaunes, c'est l'impression surtout tragique que l'alternance ne sert à rien. Et qu'on a le choix entre la gauche et la gauche, ou entre la ruine ou le chaos. Donc il est urgent de redonner l'espoir aux Français. Il est urgent de leur prouver que nous pouvons rompre avec le socialisme, rompre avec mai 68, et redonner à la France sa grandeur. Il faut avoir de l'ambition pour notre pays. Au passage, puisque je parle d'alternance à venir, j'en profite pour rappeler donc, que M. Macron n'aime pas du tout une politique économique de droite, comme on le lit parfois, comme certains peuvent le penser. C'est au contraire le continuateur de M. Hollande. Rappelez-vous qu'il a passé 4 années pleines avec M. Hollande. D'abord comme secrétaire général adjoint de l'Élysée, ce qui lui a permis de vendre Alstom, ce qui lui a permis de tremper dans des questions de montée au capital de Renault. Vous savez, dont le PDG est en prison au Japon et on n'en parle pas beaucoup. Étonnant, c'est quand même le premier constructeur mondial. C'est à cette époque-là aussi. Notre président était ministre de l'économie, où il y a eu un conflit au sein de l'alliance Renault-Nissan lorsque l'État français est monté au capital et que les Japonais n'avaient apparemment pas été prévenus. Donc les hausses d'impôts de M. Hollande, les hausses des dépenses publiques, c'est donc M. Macron, et M. Macron continue à augmenter les dépenses publiques. Et à force de parler de la suppression de l'ISF, on oublie que nous vivons une hausse des taxes, une hausse des impôts et une hausse des dettes. Et sous couvert de suppression de la taxe d'habitation, puisqu'il a annoncé qu'il allait la supprimer pour tout le monde, d'ailleurs il n'a pas le choix. Parce que pour la première fois là aussi, le Conseil constitutionnel s'est autorisé à revenir sur le budget 2018 au nom de l'égalité devant l'impôt, si jamais la taxe d'habitation n'était pas supprimée pour tout le monde. Donc ce n'est pas un cadeau qu'il fait aux Français, c'est une obligation constitutionnelle. Et ces 26 milliards, eh bien, vous les retrouvez dans les chiffres que j'ai annoncés tout à l'heure. C'est de la dette en plus. Et c'est de l'autonomie en moins pour nos communes à venir. Et c'est un drame pour le citoyen. C'est un drame pour les élus locaux. Car la taxe d'habitation, c'est évidemment la première ressource des communes. Donc je dirais que Emmanuel Macron apporte une certaine fraîcheur, une certaine jeunesse au socialisme hollandais. Mais il apporte aussi ce goût pour la finance prédatrice et déracinée au détriment des entreprises et des ménages. C'est-à-dire au détriment des vrais acteurs de la vie économique, au détriment des classes moyennes, au détriment des PME, des PMI, au détriment de ce capitalisme industriel, artisanal, que nous appelons de nos voeux. Nous devons lutter contre cette financiarisation du monde qui fait qu'on bascule de manière instantanée des milliards d'euros à l'autre bout de la planète dans des paradis fiscaux où là aussi on attend les réformes, car je peux vous assurer qu'au-delà des mots, il n'y a pas grand-chose. Mais notre principale différence avec notre président Macron, elle n'est pas en économie. Notre principale différence, c'est que nous pensons que la France n'est pas finie. Nous ne pensons pas que la France soit coupable de crimes contre l'humanité, ou qu'il n'y a pas de culture française, ni que certains Français ne sont rien. Nous aimons la France, ses coutumes, ses paysages, ses monuments, son histoire. Et nous sommes persuadés que la nation est le bon échelon de l'action politique. Partout dans le monde, les nations sont de retour. Partout dans le monde, les peuples reprennent le pouvoir. La démocratie, c'est le pouvoir du peuple, pour le peuple, par ses représentants. Et là, si nous souffrons de cette fausse alternance, s'il y a une vraie différence, une vraie crise de représentativité, je pense qu'on parlera de ça bien sûr à les projets, c'est parce que on peut parler de certaines formes de trahison des élites, une forme de mainmise de la technocratie, et vous voyez, il n'y a pas de responsable à nos mauvaises affaires. Un sujet qui me tient à cœur et que je n'aurais pas fini de parler, c'est ces emprunts toxiques dont certaines collectivités, dont certains hôpitaux continuent à payer. Le seul pays où les banques ont été épargnées des poursuites, c'est la France. Partout en Europe, partout aux États-Unis, en Roumanie, en Allemagne, en Italie, les banques ont été condamnées. Les seuls qui ont été jusqu'à faire une loi invalidant une décision de justice, c'est la France. Donc ce problème, c'est qu'en France,
sur ce sujet-là, sur un sujet comme les transports, qui nous concerne un petit peu dans le Val d'Oise, puisque nous payons la TSE, nous payons des taxes pour l'Île-de-France. Eh bien, le Grand Paris nous passe à côté, il y a la ligne 17, un tout petit bout. Et là, vous avez vu, l'année dernière, vous avez vu qu'on va dépasser certainement les 40 milliards d'euros. Vous avez vu que la Cour des comptes a ouvert, la semaine dernière, une enquête, le Parti national financier a ouvert une enquête sur les conditions d'attribution des marchés. Et sur ce projet-là, il avait commencé à 19 milliards d'euros. On est à 40. Là encore, pas de responsable. Ce qu'est capable de faire le Parlement français, le gouvernement français, c'est de créer une nouvelle taxe. Taxe sur les bureaux, taxe sur les parkings. Mais la façon dont on dépense, rien. Pas de responsable. Je suis sûr qu'il faut quand même changer cela et qu'on trouve des responsables. Et qu'ils assument leurs responsabilités. Donc, je pense que M. Macron et Mme Merkel sont tous deux en bout de course. Mme Merkel, ça fait des années qu'elle est là. Elle a d'autres résultats économiques, évidemment, que nous avons en France. Mais par contre, lorsqu'elle accueille 1 million de migrants et qu'il n'y a plus de frontières, est-ce que ça nous regarde? Il me semble que oui. Est-ce que, lorsque le ministre Castaner déclare faire revenir des djihadistes, parce qu'ils sont français, des djihadistes, est-ce qu'on est d'accord avec ça? Est-ce que c'est responsable? Est-ce que les prisons ne sont-elles pas pleines? Est-ce que vos impôts, nos impôts doivent servir à entretenir des terroristes, des fous qui ont massacré des femmes et des enfants? Est-ce que c'est ce pouvoir-là que nous voulons? Donc ça dépasse bien plus l'aspect économique, ça dépasse une vision de la société, une vision de ce qu'est la France. Et nous ne voulons pas, nous, que la France sorte de l'histoire. Et pour éviter cela, il est impératif, et le temps passe vite, donc il faut se préparer, il est impératif de sortir M. Macron et ses amis du pouvoir. Vous savez, ces ministres qui vont faire des guignols chez les Saint-Amand à la télévision. Vous savez, ces petites phrases, ce mépris des Français. Donc il est vraiment impératif de sortir M. Macron et ses amis du pouvoir. Et c'est ce à quoi nous allons nous atteler dans les prochains mois. C'est ce à quoi je sais pouvoir compter sur vous. Et nous allons construire une force politique qui nous permettra de nous battre sur nos territoires. Et nous avons, nous, à Saint-Leu, récemment, une bonne nouvelle. Donc l'année a quand même bien commencé, alors qu'elle a terminé avec des alertes dans tous les sens. L'État à Saint-Leu, sans nous le dire, avait décidé, de nous, à la place d'une crèche, d'implanter 2 jours avant la vente un centre d'accueil pour les migrants. Et sans prévenir, bien sûr, Madame le maire, en nous faisant croire qu'elle ne voulait pas répondre au téléphone, et que nous avions chez nous des personnes qui avaient accueilli de manière positive cela. Il a fallu y aller au rapport de force. Et très rapidement, dans ces périodes où le président demande à la préfecture, à ses représentants d'écouter les élus locaux, eh bien, rapidement, le préfet a fait machine arrière. Donc un parti politique, ça sert aussi à se battre auprès des élus locaux. Et dans les pérégrinations que nous ferons, eh bien, nous allons nous battre sur des sujets qui sont essentiels pour laisser les élus locaux gérer, aménager leur ville. Il y a des lois qui sont ce qu'elles sont, je pense notamment aux lois sur l'urbanisme. Et là aussi, je pense que nous avons notre mot à dire et nous avons notre force politique pour faire changer les choses sur le plan local. Donc je vous souhaite une excellente année 2019 au nom de la Fédération GLR du Val d'Oise. Soyez heureux, soyez forts, bonne et heureuse année à tous. Et merci encore d'être là ce soir. J'espère ne pas vous avoir été trop long et ça se terminera toujours. Donc là, c'est la galette des rois et le verre d'amitié. En tout cas, oui, la galette des rois. Et la galette des... Non, mais pas des reines, oui. L'écriture inclusive et les sucres. En tout cas, merci d'être là et à tout de suite autour du verre d'amitié. Merci à tous.